Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. La plupart des gens rêvent d'une maison sûre et confortable dans un quartier calme, mais tout le monde ne se contente pas de la stabilité. Partout dans le monde, des maisons sont construites avec tant d'audace et dans des endroits si étranges qu'elles semblent défier toute logique et même la gravité. Nous vous présentons aujourd'hui les 20 maisons les plus dangereuses au monde. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Castelfollid de la Roca se dresse de façon spectaculaire au sommet d'une étroite falaise basaltique de plus de 50 mètres de haut et de près d'1 kilomètre de long. C'est l'un des villages les plus impressionnants et les plus audacieux de Catalogne. La falaise a été formée par deux coulées de lave superposées, progressivement érodées au fil des millénaires par les rivières Fluvia et Toronel. Le village a des racines médiévales, clairement visibles dans ses ruelles étroites et ses maisons en pierre, dont certaines se dressent dangereusement près du bord. À son point le plus étroit, le village ne mesure que 2 maisons de large, soulignant le fragile équilibre entre l'occupation humaine et l'abîme en contrebas. L'église San Salvador du XIIIe siècle se dresse telle une sentinelle au bord de la falaise. Malgré les dommages causés par les tremblements de terre du XVe siècle, le village a conservé son charme historique. Aujourd'hui, Castelfollid de la Roca symbolise la résilience et l'ingéniosité architecturale, attirant les photographes et les voyageurs amateurs de vues spectaculaires et d'une touche de vertige. Numéro 19. Perchés au bord d'une gorge profonde creusée par le fleuve Huécar se trouvent les emblématiques Casas Colgadas, les maisons suspendues de Cuenca. Elles comptent parmi les exemples les plus audacieux et les plus reconnaissables de l'architecture espagnole. Cuenca, située en Castille-La Manche, est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'origine exacte de ces maisons reste mystérieuse, bien qu'elle soit mentionnée dans des documents depuis le XVe siècle. Autrefois, de nombreuses autres maisons bordaient les falaises, mais seules quelques-unes ont résisté à l'épreuve du temps. Les plus célèbres sont 3 maisons aux balcons en bois qui pendent littéralement au-dessus du gouffre, offrant une vue imprenable sur la gorge en contrebas. Au fil des ans, elles ont été restaurées à plusieurs reprises, notamment dans les années 1920, afin de les préserver. D'architecture gothique avec des murs en pierre et des balcons en bois saillant, ces maisons sont construites à même la paroi rocheuse, soutenues par des poutres et des consoles qui leur permettent de dépasser du bord. Ce n'était pas seulement une question d'esthétique, c'était une solution pratique au manque d'espace à l'intérieur des remparts de la ville. La meilleure vue sur ces joyaux flottants est depuis le pont San Pablo, un pont piétonnier en fer construit en 1902. Numéro 18. À une altitude vertigineuse de 4003 mètres, sur la voie nord-est du Cervin, se trouve la cabane Solvay, le plus haut refuge du club alpin suisse. Ces abris simples sont destinés exclusivement aux situations d'urgence et offrent un refuge crucial aux alpinistes confrontés aux tempêtes ou à l'épuisement. Construit en 1915 et financé par un don de 20 000 francs suisses du chimiste belge Ernest Solvay, les matériaux ont été transportés à dos d'animaux jusqu'à la cabane du Hornli, située à environ 3260 mètres, puis hissée par un téléphérique temporaire. Étonnamment, le refuge a été achevé en seulement 5 jours. Il se trouve sur l'itinéraire habituel menant au sommet, à environ 475 mètres en contrebas. Bien qu'officiellement réservé aux situations d'urgence, de nombreux alpinistes s'y arrêtent brièvement pour reprendre leur souffle et admirer le panorama alpin. Sur le versant italien de la montagne, à 3830 mètres, le long de l'arête du Lion, se trouve le refuge Jean-Antoine Carrel. Nommé d'après le premier alpiniste à conquérir cette voie en 1865, le refuge a ouvert ses portes en 1969 et peut accueillir jusqu'à 50 personnes. Il a été partiellement reconstruit en 2002-2003 après de graves glissements de terrain. Numéro 17. S'élevant à environ 40 mètres du sol, le pilier de Kachki est un monolithe calcaire situé dans la région d'Imereti, en Géorgie, près du village de Kachki. Cette étrange colonne de pierre a été un lieu de dévotion et de recueillement chrétien pendant des siècles. Les premiers moines s'y sont probablement installés au 9e ou 10e siècle, construisant une petite église et des cellules monastiques au sommet du pilier, conformément à la tradition stylite, où les ermites vivaient au sommet des piliers pour se rapprocher de Dieu. Après le XIIIe siècle, le site est tombé dans l'oubli jusqu'à ce qu'il soit documenté par le prince Vakushti au XVIIIe siècle. La première ascension moderne a eu lieu en 1944.
En 1993, le moine Maxime Kaftaradze a entrepris la restauration du site et a fini par s'installer lui-même au sommet du pilier. À l'aide d'une échelle de 40 mètres, il montait et descendait quelques fois par semaine pour prier avec les visiteurs. Avec l'aide des villageois locaux et des groupes de protection du patrimoine, l'église a été restaurée en 2009. Aujourd'hui, le sommet abrite une église, une crypte, 3 cellules monastiques, une cave à vin et un petit mur, bien que la question de savoir si le stockage du vin sur une falaise de 40 mètres est vraiment une bonne idée reste à débattre. Numéro 16. Au cœur d'une forêt tropicale reculée, un groupe de constructeurs qualifiés de la chaîne YouTube Building Skill a lancé un projet époustouflant. Une cabane en bambou de 12 mètres de haut, avec piscine et plusieurs niveaux. Le choix initial d'un arbre robuste comme fondation s'est transformé en un modèle de durabilité, de savoir-faire et d'harmonie avec la nature. La structure a été entièrement construite à la main, sans machines lourdes ni outils modernes. Ils ont utilisé des méthodes de menuiserie traditionnelles, comme les assemblages à tenons et mortaises pour une résistance sans clous, et des fibres naturelles pour relier les segments de bambou de manière solide et flexible. Grâce à des ouvertures judicieusement placées et au positionnement judicieux des bandes de bambou, la conception permet une circulation d'air naturelle, éliminant ainsi le besoin de climatisation. Le résultat est une cabane rustique et luxueuse, alliant techniques anciennes et confort moderne. Surplombant une mer de verdure et dotée d'une piscine surélevée, ce n'est pas seulement une merveille technique, c'est un refuge de rêve. Numéro 15. Dominant le paysage d'Antioquia en Colombie du haut de ses 200 mètres, El Peñón de Guatapé, aussi connu sous le nom de la Piedra del Peñol, est un monolithe de granit colossal, une merveille naturelle emblématique. Il offre une vue imprenable sur le réservoir environnant d'Embals Peñol Guatapé. Le rocher fait partie du batholithe d'Antioquia, une formation granitique qui a résisté à des millions d'années d'érosion. Alors que les roches plus tendres environnantes se sont érodées, cet Inselberg massif est resté solidement debout. Les visiteurs peuvent grimper au sommet par un escalier aménagé dans une crevasse naturelle le long du rocher, 708 marches au total, menant à une plateforme d'observation de 3 étages avec une petite boutique et des espaces détente. L'ascension est difficile, mais la vue imprenable sur le lac d'un bleu scintillant et les collines verdoyantes vaut largement l'effort. Le réservoir lui-même a été formé dans les années 1970 lorsqu'une vallée a été inondée pour un projet hydroélectrique. Le rocher était autrefois sacré pour le peuple indigène Taami, qu'il appelait Mojara ou Mujara. Numéro 14. Perché sur une falaise vertigineuse de 800 mètres dans la province chinoise du Sichuan, se trouve le village d'Atulier, aussi connu sous le nom de village de la falaise. Pendant des générations, environ 72 familles de la minorité ethnique Yi ont vécu ici, complètement coupées du monde extérieur. Enfants et adultes devaient escalader des échelles de vignes périlleuses et des structures en bois branlantes pour se rendre à l'école ou faire leurs courses. En 2016, des images virales de ces ascensions dangereuses ont choqué le monde entier. Le gouvernement local est intervenu en construisant un solide escalier en acier de 2556 marches, un projet qui a coûté plus d'1 million de yuan, rendant l'accès au village nettement plus sûr. En 2020, le gouvernement chinois a lancé un programme de relogement dans le cadre de ses efforts de lutte contre la pauvreté. 84 familles ont emménagé dans de nouveaux immeubles d'appartements à Zhaozhou, à environ 70 km de là. Cependant, certains habitants ont choisi de conserver leurs maisons et de les transformer en logements touristiques, capitalisant habilement sur la soudaine renommée mondiale du village. Numéro 13. Au sommet du mont Shiroyama, dans la préfecture de Hyōgo au Japon, se trouvent les vestiges envoûtants du château de Takeda. Perché à 353 mètres d'altitude, ce château dans le ciel, aussi connu sous le nom de Machu Picchu du Japon, offre une vue panoramique sur la vallée et un voyage au XVe siècle. Il fut construit entre 1441 et 1443 par Yamana Sozen, un puissant seigneur de guerre de l'époque de Muromachi. Le site fut stratégiquement choisi pour son point de vue sur les principales routes commerciales et sa proximité avec la précieuse mine d'argent d'Ikuno. Durant la turbulente période Sengoku, le château changea de main à plusieurs reprises. En 1577, il fut conquis par Ashiba Hidenaga, frère du célèbre Toyotomi Hideyoshi, pendant la campagne d'unification du Japon.
Plus tard, il passa sous le commandement d'Akamatsu Hirohide, qui se suicida en 1600 après avoir été accusé d'incendie criminel lors du siège de Tottori. Bien qu'abandonné et dépouillé de ses structures en bois, les fondations et les murs en pierre sont restés remarquablement intacts. S'étendant sur 400 mètres du nord au sud et 100 mètres d'est en ouest, les ruines sont particulièrement magiques en automne. De fin septembre à début décembre, la brume matinale envahit la vallée, donnant l'impression que le château flotte dans une mer de nuages. Numéro 12. Dans les paysages variés du Vietnam, du delta humide du Mekong aux régions montagneuses du nord, les maisons sur pilotis constituent une solution architecturale astucieuse et culturelle depuis des siècles. Érigées sur des poteaux de bois ou de bambou, ces maisons protègent les habitants des inondations, des animaux sauvages et du climat tropical humide. Construites avec des matériaux locaux comme le bois, le bambou, le rotin et les feuilles de palmier, leur élévation peut varier de 1 à 4 mètres selon l'environnement. Dans le delta du Mekong, les maisons sont particulièrement hautes pour rester au-dessus du niveau de l'eau pendant la saison des pluies. L'espace en dessous assure la ventilation et le refroidissement naturel. Dans certaines communautés ethniques, comme le Thaï et les Thaïs, les imposantes maisons communautaires Rong peuvent atteindre 30 mètres de hauteur et servent de salle commune pour les rituels et les rassemblements. Des villages comme Lam Thuong attirent les touristes désireux de découvrir la vie dans ces habitations traditionnelles. Numéro 11. Semblant creuser dans les falaises du Monte Baldo, le sanctuaire de la Madonna della Corona s'accroche de façon spectaculaire à une paroi rocheuse abrupte, culminant à 774 mètres d'altitude. Ce lieu de pèlerinage italien offre une vue paradisiaque sur la vallée de l'Adige et ressemble à un sanctuaire sacré suspendu dans le ciel. Vers l'an 1000, des ermites de l'abbaye de San Zeno commencèrent à méditer et à prier ici. Au XIIIe siècle, une chapelle dédiée à Sainte Marie du Monte Baldo fut construite, accessible par un sentier de montagne périlleux. En 1437, le site passa sous la garde des chevaliers de Saint-Jean, également connus sous le nom de chevaliers de Rhodes. Entre 1490 et 1521, la modeste chapelle fut agrandie pour devenir une église plus vaste. Sa façade néo-gothique, ornée de statues de Jean l'Évangéliste et de Marie-Madeleine, fut conçue par le sculpteur Ugo Zanoni. À l'intérieur, les visiteurs découvriront un hôtel baroque orné de la vénérable statue de Notre-Dame de la Couronne. Aujourd'hui, le sanctuaire demeure un lieu de paix, de recueillement et de dévotion spirituelle pour les pèlerins comme pour les voyageurs paisibles. Numéro 10. Accroché à une falaise abrupte dans la luxuriante vallée de Paro au Bhoutan, l'époustouflant monastère du Nid du Tigre, officiellement appelé Paro Taktsang, se trouve à environ 3120 mètres d'altitude. Selon la légende, Guru Padmasambhava, Guru Rinpoché, arriva ici au 8e siècle sur le dos d'une tigresse volante pour vaincre un démon. Il médita pendant 3 mois dans une grotte, introduisant ainsi le bouddhisme au Bhoutan. Le monastère actuel fut construit autour de cette grotte sacrée en 1692 comme lieu de prière et de réflexion. Le complexe comprend 4 temples principaux et plusieurs bâtiments plus petits, tous reliés par des escaliers et des ponts. Perchés contre une falaise de granit, les bâtiments semblent s'accrocher à la paroi rocheuse. Pour atteindre le Nid du Tigre, les visiteurs doivent entreprendre une randonnée aller-retour difficile mais inoubliable de 6,4 km avec 520 mètres de dénivelé positif. La randonnée dure environ 5 à 7 heures, incluant le temps passé au monastère. En chemin, les randonneurs traversent des forêts de pins odorantes, des drapeaux de prière colorés et une halte café à mi-chemin, faisant de ce voyage une expérience magique et inoubliable. Numéro 9. Dans les hautes terres d'El Alto en Bolivie, des maisons colorées vacillent au bord d'un ravin de 60 mètres de profondeur. Ces structures, construites par leurs soins, souvent en bois et en tôle ondulée, semblent fragiles et sur le point de s'effondrer, mais pour leurs habitants, elles représentent bien plus qu'un simple abri. Ce sont des espaces sacrés où les chamans Aymara, appelés Vatiri ou Amota, accomplissent des rituels en l'honneur de la Pachamama ou Terre-Mère. Ce lieu si proche du ciel est considéré comme sacré et puissant. Malgré les avertissements du gouvernement et les risques croissants liés au changement climatique, comme l'érosion et l'effondrement des structures dues aux fortes pluies, beaucoup refusent de partir. Pour eux, cette terre n'est pas seulement un foyer, mais un lien profond avec leurs ancêtres et leur identité culturelle.
Si la position d'El Alto, au-dessus de La Paz, offre des vues spectaculaires, elle pose aussi de grands défis. Pourtant, ses habitants s'accrochent à leurs traditions, même si le sol sous leurs pieds devient de plus en plus instable. Numéro 8. Au cœur de Madrid se dressent deux remarquables gratte-ciel penchés l'un vers l'autre, la Puerta de Europa, également connue sous le nom de Tour Kio. Conçues par les architectes américains Philip Johnson et John Burgee, ces tours ont été construites entre 1989 et 1996. Chaque tour mesure 114 mètres de haut, compte 26 étages et s'incline vers l'intérieur à un angle spectaculaire de 15 degrés, ce qui en fait les premiers gratte-ciels inclinés au monde. Ces tours sont apparues dans plusieurs films et séries, dont Le Jour de la Bête de 1995, qui présente une scène culminante au sommet de l'un des bâtiments encore inachevés. Un élément technique remarquable est le contrepoids souterrain en béton de 14 400 tonnes, relié au sommet par des câbles d'acier pour maintenir l'équilibre des tours. Ces tours ont également une signification symbolique. Flanquant l'entrée nord de Madrid par la Paseo de la Castellana, elles forment une porte d'entrée spectaculaire sur la ville. Numéro 7. Perché sur un rocher solitaire au milieu de la rivière Drina, près de Bajina à Basta, en Serbie, se dresse une minuscule maison en bois qui semble pouvoir s'envoler à tout moment. Durant l'été 1968, un groupe de jeunes nageurs utilisa la roche de la rivière comme lieu de repos. Ils transportèrent des planches de bois pour construire un abri douillet, ce qui leur inspira l'idée d'une véritable cabane. Un an plus tard, les frères Milija et Milan Mandic, aidés d'amis, construisirent une simple cabane avec des matériaux transportés par bateau et kayak. Au fil des ans, la maison fut détruite à plusieurs reprises par les inondations, mais à chaque fois, elle fut reconstruite avec amour par la communauté locale. La version actuelle, construite en 2011, a été renforcée pour mieux résister à la force de la rivière. Lorsqu'une photo de la maison fut nommée photo du jour par National Geographic en 2012, elle attira l'attention du monde entier. Aujourd'hui, c'est un symbole apprécié de résilience et de tranquillité et un sujet de prédilection pour les photographes. Même des médias internationaux comme Reuters et la BBC ont mis en avant cette merveille flottante unique. Numéro 6. Dans le quartier d'Osdorp à Amsterdam, les appartements Wozoko, conçus par l'agence néerlandaise MVRDV, constituent une audacieuse proposition architecturale. L'objectif, construire 100 appartements pour seniors dans un quartier verdoyant et de faible hauteur. Le défi, des réglementations strictes en matière d'ensoleillement et d'espace n'autorisaient la construction que de 87 unités au rez-de-chaussée. La solution, MVRDV a imaginé une idée radicale, suspendre les 13 appartements restants au nord du bâtiment en porte-à-faux jusqu'à 10 mètres vers l'extérieur. Cela a permis de préserver l'espace vert tout en laissant entrer la lumière naturelle à tous les résidents. Le résultat est une structure spectaculaire avec des blocs saillants qui semblent flotter dans les airs. À l'intérieur, les appartements présentent des agencements ludiques et variés avec des plans d'étages, des fenêtres et des balcons variés. Véritable exemple de l'ingéniosité et de la créativité néerlandaise, l'aspect dynamique et vivant du bâtiment a valu à MVRDV le prestigieux prix Merkelbach en 1997, le reconnaissant comme une étape majeure de l'architecture néerlandaise moderne. Numéro 5. À l'extrémité nord-est de l'archipel des Vestmannaeyjar, au large de la côte sud de l'Islande, se trouve l'île isolée et sauvage d'Elioae, qui ne couvre qu'un demi-kilomètre carré, soit 500 mètres carrés. Nichée entre des pentes herbeuses et des falaises abruptes se dresse une maison blanche. Construite en 1953 par l'association de chasse d'Elioae, la cabane était destinée à abriter les chasseurs de macaremoines. L'île est connue pour son importante population de macaremoines, ce qui la rend populaire auprès des chasseurs et des chercheurs. Bien que la maison ne dispose ni d'électricité ni d'eau courante, elle dispose d'un système de récupération des eaux de pluie et bien sûr d'un sauna traditionnel. Car quoi de plus scandinave? À l'intérieur, vous découvrirez des boiseries, des fauteuils en cuir, des œuvres d'art d'explorateurs et des paysages scandinaves. Les chambres comprennent des lits simples répartis dans 2 pièces. En raison de son isolement et de l'absence de points d'amarrage, l'île est difficile d'accès. Il faut traverser une mer agitée en bateau, puis escalader des rochers abrupts. Pourtant, les aventuriers bravent le voyage et partagent souvent leurs expériences incroyables en ligne. Numéro 4.
accroché à flanc de montagnes escarpées dans la vallée reculée de Lungyak, au Ladakh en Inde, le monastère de Phuktal, aussi connu sous le nom de Phuktal Gompa, semble jaillir directement de la roche. Construit autour d'une grotte naturelle, il surplombe la rivière Tsarap tel un nid d'abeilles. Le nom Phuktal vient des mots sanskari Phuk, grotte, et Tal, paix, signifiant grotte de paix ou libération, un clin d'œil au calme spirituel qui règne ici. Fondée au XVe siècle par Jangtsem Sherab Zangpo, disciple de Je Tsongkhapa, fondateur de l'école Gelug du bouddhisme tibétain, la grotte elle-même est un lieu sacré depuis plus de 2500 ans. La légende raconte que même les 16 Arhats, premiers disciples de Bouddha, l'auraient visité. Pendant des siècles, le monastère n'était accessible qu'à pied, avec des ânes et des mules transportant des provisions, parfois même en traversant le fleuve Sanskar gelé en hiver. Une route rejoint désormais le village voisin de Purney, réduisant le trajet à quelques heures. En 1993, une école monastique a été créée pour dispenser un enseignement gratuit, alliant enseignement bouddhiste et programmes modernes. Le monastère abrite également une clinique tibétaine traditionnelle qui produit sur place des médicaments Sowa Rigpa. Numéro 3. Tout droit sorti d'un conte de fées, le minuscule château du Nid d'Hirondelle se dresse majestueusement au sommet d'une falaise surplombant la mer Noire. Avec ses flèches gothiques et son emplacement exceptionnel, c'est l'un des sites les plus emblématiques de Crimée. Le château se dresse sur la falaise Aurora, haute de 40 mètres, près du cap Aïtodor, à proximité de la station balnéaire de Gaspra. Construit entre 1911 et 1912 pour le baron allemand du pétrole Pavel von Stingel, il a été conçu par l'architecte Leonid Sherwood dans le style néo-gothique. Bien que ne mesurant que 20 mètres sur 10, sa silhouette acérée lui confère une prestance imposante, rappelant les châteaux du Rhin allemand. Le château de l'Amour, d'origine en bois, se dressait autrefois ici avant d'être remplacé par la structure actuelle en pierre. Après la Révolution russe, le site tomba en ruine et un puissant tremblement de terre en 1927 provoqua des fissures dans la falaise. La restauration et la stabilisation des falaises ont commencé dans les années 1970 et le château a depuis rouvert au public en tant que restaurant, musée et point de vue époustouflant qui semble défier la gravité. Numéro 2. Perché sur une corniche rocheuse abrupte dans les Alpes Souabes, près du village de Honau, le château de Liechtenstein, digne d'un conte de fées, est l'un des plus beaux d'Allemagne. Culminant à environ 817 mètres d'altitude, il a été construit sur les ruines d'une forteresse médiévale détruite et reconstruite à plusieurs reprises depuis le XIIIe siècle. Le château d'Alt-Liechtenstein d'origine se trouvait à environ 500 mètres, mais en raison de conflits régionaux, il a été détruit à 2 reprises au XIVe siècle et finalement abandonné. Inspiré par le roman médiéval et le Liechtenstein de Wilhelm Hoff, le comte Guillaume de Wurtemberg a commandé la structure actuelle au XIXe siècle pour en faire un pavillon de chasse. Avec ses tourelles, ses créneaux et son pont-levis, c'est un véritable conte de fées néo-gothique. Bien qu'il soit toujours la propriété privée des ducs d'Urach, le château est ouvert au public grâce à des visites guidées. Le nom Liechtenstein signifie pierre brillante, en référence à la falaise calcaire blanche sur laquelle il est construit. Le château offre également une vue panoramique sur la vallée de l'Echaz et les forêts souabes environnantes, ce qui en fait une destination prisée des randonneurs et des photographes. Numéro 1. L'île Justrominov porte bien son nom. C'est officiellement la plus petite île habitée du monde. Située sur le fleuve Saint-Laurent, près de la baie d'Alexandria dans l'État de New York, elle fait partie de l'archipel des 1000 îles, à cheval sur la frontière canado-américaine. L'île ne mesure que 310 mètres carrés, soit la taille d'un court de tennis. Elle abrite une seule maison qui occupe presque toute l'île, ainsi qu'un arbre, quelques arbustes et 2 bancs. Les murs de la maison s'étendent presque jusqu'à la ligne de flottaison, ne laissant pratiquement aucun espace pour les activités de plein air. Dans les années 1950, la famille Sizeland a acheté ce qui était alors connu sous le nom d'île Hub pour en faire une résidence secondaire. Pour répondre à la définition légale d'une île habitée, ils ont planté un arbre, construit une maison et veillé à ce que le terrain reste émergé toute l'année, et ils ont réussi. Avant d'obtenir ce titre en 1982, Bishop Rock, en Angleterre, détenait le record jusqu'à l'automatisation de son phare. Depuis, Justrominov Island est devenue la championne en titre des micro-îles. Elle est si petite que le Washington Post a écrit en 2010 « Un faux pas et vous voilà à la nage ». Bien que privée et interdite au public,
De nombreux touristes s'y promènent pour apercevoir ce petit coin unique. Où aimeriez-vous vivre? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.